chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée exceptionnelle pour fêter les 5 ans de la création de l'IDC. Et je remercie chaleureusement Jean-Pierre Chevènement d'avoir accepté d'être parmi nous et de présenter son dernier ouvrage, 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, publié chez Fayard et sorti le 16 octobre. Point d'interrogation. Oui. Notre institut a été créé voici une demi-décennie par des ONG russes avec pour objectif d'encourager le dialogue entre les sociétés civiles russes, françaises et européennes. L'IDC a en effet pour vocation de participer au débat sur les thèmes les plus importants pour la société moderne. La relation entre la souveraineté des États et les droits de l'homme, les relations Est-Ouest, le rôle des ONG dans la vie démocratique et l'interprétation des droits de l'homme à la façon dont ils sont appliqués dans les différents pays. Notre institut s'intéresse également de près à la mémoire des grands moments de l'histoire, notamment des deux grandes guerres du XXe siècle. Notre première table ronde en novembre 2008 portait sur la mémoire de la guerre de 14 chez les différentes nations européennes. Pendant ces 5 dernières années, nous avons eu l'honneur de recevoir un grand nombre de personnalités politiques français, russes et européens. Parmi nos intervenants, je citerai l'ancien Premier ministre de la Russie, Evgeny Primakov, que vous avez entendu vous-même, Monsieur le ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères et l'ancien président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, et le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies, Madame Neve Pillay. Nous sommes très honorés d'entendre ce soir l'un des hommes les plus expérimentés et le plus clairvoyant de la classe politique française. À travers votre dernier livre, Monsieur Chevènement, vous avez évoqué un sujet qui nous tient ici particulièrement à cœur, l'influence de l'histoire sur la politique contemporaine. En effet, Jean-Pierre Chevènement, en évoquant la date de 1914 dans le titre de votre ouvrage, vous nous rappelez comment l'Europe de 2014 sera toujours, d'une certaine manière, marquée par cet événement terrible que fut la Grande Guerre. Monsieur le ministre, votre curriculum vitae est aujourd'hui l'un des plus prestigieux de la République française. Vous avez occupé les fonctions régaliennes de ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Vous avez également été candidat à l'élection présidentielle en 2002. Vous êtes aujourd'hui sénateur et président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Et 2 choses sont frappantes dans votre parcours. Premièrement, vous avez toujours su conjuguer l'action politique et la réflexion intellectuelle. L'ouvrage que vous présentez ce soir est votre 21e livre. Vous êtes également président de la fondation Res Publica, une fondation politique qui, comme l'IDC, organise régulièrement des débats sur divers aspects de l'actualité politique. Et deuxièmement, vous avez toujours cru fermement en l'importance du rôle de l'État et de la souveraineté des nations. Fort de ces idéaux, vous vous êtes opposé à la guerre en Irak en 1991 et au traité de Maastricht en 1992. Dans ces deux oppositions, Monsieur le ministre, vous avez fait preuve d'une grande clairvoyance. Tout au long de votre carrière, vous avez toujours montré un vif intérêt pour les affaires internationales. Vous êtes actuellement vice-président de la Commission des affaires étrangères du Sénat et vous avez été nommé par le président de la République représentant spécial de la France pour la Russie.
L'IDC aussi déploie son activité hors de France et fait souvent intervenir des intervenants étrangers. En 2012, nous avons reçu Václav Klaus, qui était encore à cette époque président de la République tchèque, pour présenter son dernier livre sur l'Europe. Et je pense que vous partagez un certain nombre des analyses du président Klaus. L'Institut entretient des relations très diverses avec les milieux universitaires et intellectuels partout en Europe. Nous avons notamment établi des partenariats avec l'Université Paris 1, avec l'Université La Sapienza à Rome, avec l'Université Juan Carlos à Madrid, des associations en Allemagne ainsi que dans d'autres pays européens. Nous croyons que cette dimension européenne, mais non pas européiste, doit être à votre goût, cher Monsieur Chevènement, car dans votre livre, c'est bien de l'Europe, de la vraie Europe qu'il s'agit. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, nous vous remercions de votre présence parmi nous et c'est avec plaisir que je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas vous infliger un exposé ex cathedra. Nous allons pouvoir parler de ce livre. Je vais vous le résumer autant que je le pourrai. Je suis heureux de me retrouver à IDC, où j'étais en effet venu écouter M. Primakov il y a quelques années, parce que j'ai toujours eu un intérêt particulier pour la Russie et je dirais son positionnement. Il est évident que c'est un grand pays, c'est un pays important à tous égards, indispensable au monde, et je me retrouve avec plaisir en votre compagnie. Je salue M. Hoogland également, que je connais depuis longtemps, que j'apprécie. Ce livre est au fond la suite d'un autre livre que j'ai écrit il y a 2 ans, La France est-elle finie? Toujours avec un point d'interrogation. Et là, 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation. Hein, je ne conclus pas, puisque je pense que si l'Europe est largement sortie de l'histoire aujourd'hui, elle pourrait néanmoins s'y réintroduire, peut-être à sa place, encore que le mot Europe veuille dire tant de choses. Point de suspension. Donc, l'idée de ce livre m'est venue au fil de mes lectures. En particulier, j'avais lu un livre de Madame Suzanne Berger, qui est une économiste américaine, qui s'intitulait « Notre première mondialisation ». Il y a de ça une bonne dizaine d'années. Et en effet, elle m'avait rendu sensible le fait qu'il y avait eu une première mondialisation libérale. Avant la guerre de 1914-1918, on pourrait dire qu'elle commence avec le traité de libre-échange Cobden-Chevalier, conclu en 1860 entre la Grande-Bretagne et en France le Second Empire. Traité qui sera immédiatement suivi par d'autres traités de libre-échange avec d'autres pays européens. Alors, il y avait eu d'autres mondialisations. On peut même faire remonter très loin dans l'histoire la mondialisation. À la limite, quand des hommes ont franchi le détroit de Bering, c'était déjà une façon de participer à la mondialisation, puisqu'ils allaient devenir les Indiens d'Amérique. Hein. Mais là, je mets en regard 2 mondialisations libérales, c'est-à-dire fondées sur le libre-échange des biens, des services, des capitaux, et également, dans une certaine mesure, des personnes. Je dis bien dans une certaine mesure, parce que les migrations observées avant 1914 étaient essentiellement d'origine européenne. C'était des migrations qui se dirigeaient vers les États-Unis, vers les dominions britanniques, vers l'Amérique latine, et il y avait peu de migrations sud-sud comme aujourd'hui. Sud-nord, ou sud-sud d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi des migrations très importantes, aussi importantes que les migrations du sud vers le nord, mais disons que la nature des flux migratoires a changé. Pourtant, ce qui n'a pas changé, c'est la volonté de tendre à l'érosion de toutes les barrières
qui pourrait empêcher la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux, et dans une certaine mesure, des hommes. Ce que induisait la montée en puissance de l'Allemagne, c'était évidemment un risque de déséquilibre très important, du fait que les élites allemandes, qui étaient assez imbues quand même de l'idéologie pan-germaniste, même si la Ligue pan-germaniste était un petit, je ne dirais pas un think tank, non, ça allait beaucoup plus loin, c'était quand même à un moment près de 100 000 personnes, mais enfin souvent plus de 40 000 personnes. Disons qu'un foyer intellectuel et la volonté de donner à l'Allemagne l'empire qui lui manquait, car Bismarck était contre les colonies. Bismarck disait une colonie en Afrique ne vaut pas les os d'un seul grenadier poméranien. Et par conséquent, il s'était abstenu très largement dans le partage de l'Afrique, se bornant à organiser la conférence de Berlin. Et Bismarck avait une politique extrêmement avisée, il était allié de l'Autriche-Hongrie, mais il s'était également allié à la Russie avec un traité qu'on appelait de réassurance, qui faisait que les pays liés par ce traité se porteraient au secours les uns des autres s'ils étaient attaqués sur leur sol, mais seulement à cette condition. Et c'était très astucieux, parce que si on était resté dans ce cas de figure, il est évident que la guerre de 1914-1918 n'aurait pas eu lieu, puisqu'elle a éclaté au départ pour une obscure affaire en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, impliquant l'Autriche-Hongrie et la Serbie. L'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie, si je me souviens bien, le 28 juillet. C'était une déclaration de guerre qui a entraîné une mobilisation en Russie. Ce n'était pas la première, il y a eu plusieurs mobilisations en Russie. Ça mérite d'être vérifié, mais j'ai lu qu'il y avait eu 8 mobilisations en Russie entre 1908 et 1914. Toujours est-il que cette mobilisation a été le prétexte saisi par les dirigeants de l'Allemagne, c'est-à-dire Guillaume II, bien sûr, le chancelier Bethmann-Hollweg, le ministre des Affaires étrangères, von Jagov, et le grand état-major, à l'époque commandé par Helmut von Moltke, qui était le neveu du Moltke de la guerre de 1870-71, ils ont saisi cette occasion pour déclencher ce qu'il faut bien appeler une guerre préventive. Guerre préventive, ça existe encore aujourd'hui. On l'a vu avec l'affaire de l'Irak. C'est une guerre que les Américains qualifient quelquefois de préemptive. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, retenez que c'est une guerre qui est déclenchée sans qu'il y ait un motif véritable. Enfin, il y a toujours un motif. Et en l'occurrence, le motif des dirigeants allemands, c'était de desserrer ce qu'ils considéraient comme un cercle ou un encerclement. En allemand, on dit ça Einkreisung, un encerclement entre la France et la Russie. Cet encerclement était largement exagéré, et notamment la menace russe. Je pense que l'examen des archives allemandes et des textes allemands de l'époque montre que la menace russe était tout à fait surévaluée. La Russie avait été battue dans la guerre contre le Japon en 1905. Elle avait connu une révolution, enfin une première révolution en 1905. Et bien sûr, elle soutenait les peuples balkaniques qui luttaient contre l'Empire ottoman de 1912 à 1914, mais elle devait aussi arbitrer entre eux, y compris entre des peuples slaves, la Bulgarie, qui lui était redevable de son indépendance, et la Serbie, qui était un autre peuple slave. Donc la Russie jouait un peu le rôle que jouent les États-Unis au Moyen-Orient. C'était un rôle, je dirais, d'équilibre. Et les dirigeants allemands ont surestimé la puissance russe. Ils ont pensé, et ils avaient pensé depuis longtemps, pouvoir en finir rapidement avec la France et appliquer en 1914 le même schéma qu'en 1940, c'est-à-dire qu'en passant par la Belgique, vaincre la France en 6 semaines, et puis ensuite se retourner contre la Russie. Ça n'a pas marché, parce qu'à ce moment-là, ils ont évidemment violé la neutralité de la Belgique, garantie par un traité de 1839,
que la Grande-Bretagne avait signé. Donc la Grande-Bretagne se trouvait devant la situation suivante, elle devait honorer sa signature, et en même temps, elle ne souhaitait pas que l'Allemagne vienne à bout trop rapidement de la France et puisse établir son hégémonie continentale, pas plus qu'elle n'avait admis l'hégémonie napoléonienne un siècle auparavant. Donc la Grande-Bretagne est entrée en guerre le 4 août, c'est-à-dire le lendemain du jour où l'Allemagne a déclaré la guerre à la France. Bon, la suite, vous la connaissez. Grâce à l'offensive russe en Prusse orientale, les Allemands sont obligés de détourner quelques divisions, j'ai même lu 2 corps d'armée, vers le front oriental, ce qui permet à l'armée française de se ressaisir et de gagner la bataille de la Marne. Infiniment heureuse de cette Europe dont nous voyons encore aujourd'hui le développement. Bon, je ne ferai pas de dessin, mais je considère que cette Europe est devenue quelque chose de très difficile. Je le dis depuis assez longtemps, mais cette Europe à 28 ne marche pas du tout. Elle est vraiment un problème pour, je dirais, les décisions qu'il faut bien prendre. Car en politique, il faut prendre des décisions. C'est au siècle de la vitesse, c'est vraiment une Europe qui bat tous les records de lenteur. D'ailleurs, on voit bien que dans les cas difficiles, ce sont les États qui prennent des décisions. Je prends l'exemple du Mali ou de la République centrafricaine. Ce n'est pas l'Europe qui pourrait prendre une décision comme celle-là. Heureusement, il y a encore des organisations qui permettent des décisions rapides. Bonnes ou mauvaises, c'est une autre affaire. Je ne veux pas rentrer davantage dans cette problématique. Mais nous sommes dans une Europe qui a été bâtie sur la dévalorisation des nations, et le meilleur exemple, c'est la monnaie unique, dont le vice constitutionnel est d'avoir juxtaposé des économies nationales très différentes, très hétérogènes, de sorte que, naturellement, comme l'a établi Robert Mundell, le théoricien des zones monétaires optimales, quand il n'y a pas de transfert de capitaux des régions riches vers les régions pauvres, quand il n'y a pas de mobilité des facteurs de production, capital ou travail, eh bien la richesse se polarise à une extrémité et la pauvreté à l'autre. Alors Robert Mundell n'était pas le livre de chevet de François Mitterrand, qui n'était pas du tout un amateur de ce genre de littérature, bien qu'il fût un amateur de littérature, mais de bonne littérature. Il aimait beaucoup les romans, un homme qui s'y connaissait, mais pas la théorie des zones monétaires optimales, de sorte que le traité de Maastricht s'est fait finalement au terme d'une conversation entre notre ministre des Finances de l'époque, M. Bérégovoy, qui était pour la monnaie commune, qui voulait une monnaie commune, et puis la monnaie unique, telle qu'elle avait été présentée par le groupe Delors, mais le rédacteur était le président de la Bundesbank de l'époque, Karl Otto Pöhl, et Pierre Bérégovoy avait fait savoir au président de la République, qui était François Mitterrand, qu'il était très réservé sur l'idée d'une monnaie unique. Peut-être qu'il avait lu Robert Mundell, que des conseillers autour de lui avaient lu Robert Mundell. Donc il lui avait dit qu'il était très réservé, qu'il pensait qu'une monnaie commune serait beaucoup préférable parce qu'elle permettrait les ajustements entre des pays qui étaient à des niveaux très différents. Et François Mitterrand lui a posé la question, mais qui est pour la monnaie commune? Et Pierre Bérégovoy a répondu, à la Grande-Bretagne, oui. Et puis, il n'y avait personne d'autre. Et pour la monnaie unique, il y a l'Allemagne, et puis qui? Tous les autres. Parce que, évidemment, tous les autres voulaient partager le mark, qui à l'époque était considéré comme une devise extrêmement forte. Et en France aussi, on pensait qu'on allait chipper le mark à l'Allemagne, et qu'en transférant la monnaie de ce côté-ci du Rhin, nous transférerions peut-être aussi les qualités propres à l'industrie allemande, et aux ouvriers allemands. Bon, c'était un peu plus compliqué. Dans la ligne qu'avait tracée le général de Gaulle, qui croyait aux nations pour une raison très simple, c'est que les nations sont le cadre de la démocratie. La démocratie ne marche pas en dehors des nations, parce qu'il faut s'entendre. Seul exemple qui aille en sens inverse, c'est la Suisse. Et je pense à la Russie, parce que la Russie est un pays européen. Naturellement, c'est aussi l'intérêt de la Russie. Je pense que c'est l'intérêt de l'Europe occidentale, car la Russie, encore une fois, est un pays qui joue un rôle très important entre l'Asie et l'Europe occidentale, enfin centrale et occidentale. Elle est un pays proche par sa culture, par sa réalité
humaine, civilisationnelle. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille recréer en Europe une nouvelle guerre froide. C'est absurde, c'est une vision extrêmement courte, hein, c'est une vision myope de l'histoire. Nous devons au contraire organiser l'Europe à partir de principes simples et d'idées claires. C'est ce qui a beaucoup manqué aux gens qui ont voulu construire l'Europe. Moi non plus, je ne suis pas, je dirais, ennemi de retrouver un certain concert européen, comme on disait autrefois, hein, un concert pacifique et une certaine unité européenne fondée sur les valeurs de civilisation. Mais à coup sûr, cette vision implique qu'on se défasse de l'idéologie et de tout un tas de préjugés qui pourraient nous faire au contraire beaucoup de mal. John Lolland me faisait remarquer que l'IDC à 5 ans a débuté au moment de la guerre de Géorgie en 2008 et a fêté son 5e anniversaire ces derniers jours, au moment où, je crois, pratiquement jour pour jour, 3 jours après l'intervention du Saint-Père sur la place Saint-Pierre de Rome, décrétant une journée de jeûne et de prière pour la Syrie, où 3 jours après, John Kerry, par un effet du Saint-Esprit, John Kerry venait, au moment où John Kerry venait proposer le déclenchement des frappes alliées, entre guillemets, sur la Syrie, à ce même moment, le président Poutine proposait une véritable initiative de paix qui a été suivie, heureusement, évitant à la région une aggravation de sa situation déjà lamentable, et en particulier, je pense aux minorités aujourd'hui victimes d'actes de barbarie et d'exactions épouvantables, je pense aux minorités chrétiennes. Donc, comment ne pas souligner cette étroite coopération entre Rome, Moscou et le ciel, si je puis dire. En ce qui me concerne, je voudrais dire que ce que je retiens avant tout de la démarche de l'IDC, c'est sa grande indépendance d'esprit, sa grande liberté intellectuelle et politique et sa liberté d'expression également. Si précieuse à l'Ouest, où la pensée unique, le politiquement correct, se sont imposées de manière si étouffante. Je voudrais dire que la présence de M. Chevènement ce soir est pour moi personnellement un symbole. Je me souviens, Monsieur le Ministre, de votre démission quand moi-même j'étais dans les souterrains du boulevard Saint-Germain à propos de la guerre d'Irak et qui vous avait valu une certaine publicité dans nos rangs. C'est en effet la Serbie et sa province du Kosovo qui m'ont amené à l'IDC sur les excellents conseils de mon ami Vojislav Kostunica, ex-président de la Fédération yougoslave, ex-premier ministre de Serbie, qui m'avait conseillé de rejoindre l'IDC à ses tout débuts. Et il se trouve, il n'y a pas de hasard, que M. Chevènement fait précisément partie des voix plutôt rares en France qui avaient justement dénoncé l'agression de l'OTAN contre la Serbie, ainsi que des effets prévisibles, désastreux de cette violation du droit international ainsi provoquée. Lorsqu'en 2008, la soi-disant République du Kosovo proclamera unilatéralement son indépendance en violation formelle de la résolution 1244, au nom de laquelle avait été opérée l'agression contre la Serbie, M. Chevènement aura des paroles très claires pour dénoncer la reconnaissance par la France de ce pseudo-État balkanique. Alors je vous fais grâce de cette citation, mais le droit international et l'indépendance nationale, le respect de la souveraineté des États et des peuples, la défense des États-nations qui sont le meilleur cadre possible pour un véritable épanouissement des droits de l'homme, voici précisément quelques-uns des thèmes particulièrement chers à l'IDC que l'Institut a à cœur de promouvoir au travers des tables rondes et des colloques nombreux organisés depuis 5 ans, à travers toute l'Europe. Je voudrais citer la magistrale intervention du président tchèque Václav Klaus, le 2 avril 2012, dont on parlait tout à l'heure, au Cercle interallié, lors du lancement de l'édition française de son livre « Sauver les démocraties en Europe ». En cette période où on manque tant de repères dans tous les domaines essentiels, et aussi en particulier de perspectives morales, à l'heure où certains fondamentaux de notre civilisation sont balayés d'un revers de loi, l'IDC est précisément un de ces repères pour les opinions déboussolées. Bien sûr, c'est un trait d'union entre l'Europe de l'Est et la grande puissance en cours de reconstruction qu'est la Russie, et on s'en félicite, et l'Europe de l'Ouest. Mais l'IDC s'est aussi signalé par son engagement en faveur des valeurs chrétiennes et européennes, de la famille et de la protection du droit des enfants en particulier. J'ai ainsi en mémoire la remarquable table ronde organisée sur ce thème au début de l'été dernier,
en présence de Mesdames Milena Misulina et Olga Batalina de la Douma d'État, de M. Luca Volonté, qui représentait nos amis italiens, et de Mesdames Christine Boutin et Béatrice Bourges parmi nous ce soir. Il est impossible, tant l'activité de l'IDC est riche et multiple, éclectique dans ses approches, de la résumer ici en quelques mots. Je ne vais pas citer la longue liste de noms évoqués tout à l'heure par Natalia Narochitskaya, des intervenants ici dans cette enceinte, ou dans des enceintes plus nombreuses où nous avons pu nous rencontrer. L'IDC est désormais bien implantée à Paris et a participé à de nombreuses manifestations en Europe, à Rome, Genève, Berlin, Leipzig, Prague. Des interventions ont été faites à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, à la Commission européenne à Bruxelles, à l'OSCE à Vienne et à Varsovie, dans des universités comme la Sapienza à Rome ou Columbia à New York, au Collège des Bernardins à Paris, à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés à Rome, au Parlement de Serbie à Belgrade, liste non exhaustive et forcément réductrice. Je me souviens également, à titre personnel, de la remarquable intervention du dîner au Sénat français, présidé et animé par Dimitri Rogozine, en particulier sur un thème qui me concernait particulièrement en tant qu'ancien officier de l'armée française, l'OTAN, et sur sa magistrale manière de démonter l'OTAN. En conclusion de cette rapide intervention, je voudrais donc, en notre nom à tous, souhaiter un très bel et heureux anniversaire à l'IDC, espace de réflexion libre et particulièrement enrichissant, trait d'union entre les Européens de l'Est et de l'Ouest, tous attachés à nos patries charnelles et à la culture judéo-chrétienne qui les irrigue, élément actif pour la promotion du dialogue intereuropéen. Je voudrais donc remercier très chaleureusement et très sincèrement l'ensemble des collaborateurs de l'IDC pour tout ce qu'ils m'ont apporté personnellement depuis 5 ans, et bien sûr Natalia Narochitskaya, sa présidente, John Lowland, son directeur des études, infatigables, inlassables à la peine, et qui parcourent l'Europe avec leurs convictions et leur volonté de faire bouger les choses, ce qui n'est pas facile tous les jours, mais qui est absolument nécessaire. Et qui nous rapproche, nous Français, de cette grande nation qu'est la Russie, dont nous avons plus que jamais besoin. Voilà.